Pendant que les capitales européennes s'adonnent aux négociations de paix de routine et que les diplomates déplacent des dossiers en traçant les contours de futures zones tampons, Londres prépare discrètement un tout autre scénario. Le commandement britannique achète du matériel, peaufine les plans de déploiement des troupes, trace des flèches sur les cartes d'Odessa et de Mykolaïv et calcule les délais d'acheminement d'un contingent vers l'Ukraine. Sous la noble enseigne d'une mission de maintien de la paix, Londres établit méthodiquement une présence militaire dans une zone de combats actifs. À Moscou, ces manœuvres sont interprétées sans ambiguïté. Il ne s'agit pas d'une préparation à la paix, mais d'un plan d'occupation sous une belle étiquette. Trois axes convergent. Le volet militaire, transfert de l'élite 16 brigades d'assaut aérien et formation d'un contingent multinational. Le volet politique, tentative de consolider une partition de l'Ukraine favorable à l'Occident et de s'arroger le rôle de principal garant de l'ordre d'après-guerre. Et le volet stratégique, maintien du contrôle de la mer Noire, blocage de l'influence russe et transformation d'Odessa en avant-poste occidental. La question ne se pose plus dans les cabinets ministériels, mais dans les états-majors. S'agit-il vraiment de paix ou de préparation au prochain cycle de guerre, cette fois avec la participation directe de troupes de l'OTAN sous des drapeaux étrangers? Et pourquoi Odessa est-elle devenue ce prix pour lequel la Grande-Bretagne est prête à risquer la vie de ses soldats? Pour comprendre le dessein de Londres, il faut saisir la notion de coalition des volontaires. C'est un format que l'Occident a perfectionné ces 30 dernières années. L'Irak en 2003, quand les États-Unis et la Grande-Bretagne ont contourné le Conseil de sécurité de l'ONU pour former leur propre coalition. L'Afghanistan, la Libye, les opérations en Syrie. Autant d'exemples montrant comment agir en apparence légalement, en invoquant une participation volontaire, tout en menant de facto une intervention militaire en contournant le droit international. La coalition présente l'avantage de ne pas exiger l'unanimité au sein de l'OTAN, de ne pas dépendre d'un veto au Conseil de sécurité, de ne pas être entravé par la bureaucratie. N'importe quel pays annonce simplement sa disponibilité, signe un accord bilatéral et l'affaire est conclue. L'Ukraine est idéale à cet égard. Officiellement non membre de l'OTAN, mais depuis 2 ans et demi de facto dépendante des armes occidentales, des instructeurs occidentaux, de l'argent et des décisions occidentales. L'armée ukrainienne est de facto dirigée par des conseillers de l'OTAN, frappe avec des armes de l'OTAN sur des cibles choisies par des officiers de renseignement de l'OTAN. Il ne reste plus qu'à introduire proprement dit des troupes de l'OTAN sous couvert de coalition pour ancrer sur le terrain ce qui existe déjà au niveau des armes et de l'argent. Pour Londres, ce format est idéal. Pas besoin d'attendre que Berlin ou Paris se décident, pas besoin de surmonter la résistance de la Hongrie ou de la Slovaquie. La Grande-Bretagne peut rassembler les Polonais, les Baltes, les Scandinaves, les Roumains, les Tchèques, tous ceux prêts à participer, et créer une force multinationale sous commandement britannique. Juridiquement, il s'agit d'une Das Quote 1 HOC. Factuellement, d'une occupation militaire de territoires clés sous contrôle étranger. La 16e brigade d'assaut aérien britannique compte parmi les unités les plus aguerries et mobiles de l'armée britannique. Une formation spécialisée pour les opérations rapides, prise d'aéroports, de ports, de nœuds de communication, d'objectifs stratégiques. Des troupes pouvant être transférées en quelques heures, parachutées ou débarquées par mer, s'implanter sur un objectif clé et le tenir jusqu'à l'arrivée des forces principales. C'est précisément ce type d'unité que la Grande-Bretagne a utilisé au Malouine, en Sierra Leone, dans la phase initiale de l'invasion de l'Irak. Leur mission, non pas des combats massifs sur un large front, mais des opérations ciblées à effet maximal. Point essentiel, Londres n'envisage pas d'étirer son contingent sur toute la ligne de contact. Ce serait suicidaire. La Grande-Bretagne n'a pas de telles ressources. Et la mission est autre. La mission, contrôler les nœuds, pas se battre pour chaque kilomètre. Odessa, un port, un hub logistique, une porte maritime. Peut-être Mykolaïv, la construction navale, l'accès à l'estuaire du Boug. Les grands nœuds de transport, les entrepôts, les états-majors de la future armée ukrainienne. Les parachutistes britanniques prendront position autour de ces sites, assureront la garde des entrepôts, protégeront les ports, déploieront des systèmes de défense anti-aérienne et de communication. Formellement, des gardiens de la paix ou des garants de la sécurité.
En réalité, une force étrangère contrôlant les infrastructures critiques d'un État souverain est capable de dicter ses conditions aux autorités. Un tel contingent pourrait servir à couvrir des transports militaires, à exercer une pression sur tout futur dirigeant ukrainien, à assurer le contrôle occidental sur ce qui restera de l'Ukraine. L'élite britannique ne prévoit pas d'aider puis de partir, mais de rester longtemps. Elle veut se reconvertir du rôle de sponsor de la guerre en celui de garant de la paix. Mais l'essence demeurera la même, le contrôle et l'influence par ses propres troupes sur le terrain. Le discours du chef d'état-major de la défense britannique, Richard Knighton, est révélateur. Il a ouvertement reconnu ce que l'Occident préférait ignorer. Les forces armées russes ont subi une réforme profonde et ont rapidement accru leur puissance. Plus de 1,1 million d'hommes sous les drapeaux, les dépenses de défense ont grimpé à plus de 7% du PIB. Environ 40% de toutes les dépenses publiques vont à l'armée et à la défense. 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Knighton a énuméré les développements russes, suscitant une peur manifeste. Torpilles à tête nucléaire, capables de créer des tsunamis radioactifs. Missiles de croisière à propulsion nucléaire, dotés d'une portée illimitée. Systèmes de déploiement d'armes nucléaires dans l'espace, contre lesquels il n'existe aucune protection. Il a qualifié cela de source de cote 4. Mais voici ce qui est intéressant. Ce même Knighton admet que la probabilité d'une attaque russe directe contre la Grande-Bretagne est d'environ 5%, pratiquement nulle. 5%, une marge d'erreur statistique, moins que la probabilité d'une attaque terroriste majeure. Et pourtant, il appelle la société à Quad 5, à augmenter les dépenses militaires, à constituer des réserves, à réorienter l'industrie vers des rails militaires. Pourquoi? La réponse est évidente. Mobilisation de la conscience publique, préparation du terrain pour une intervention en Ukraine, justification de l'augmentation des dépenses militaires, formation de l'image d'une cote 6. Si la probabilité d'attaque est de 5%, pourquoi Londres se comporte-t-il comme si demain des forces russes allaient débarquer sur les rives de la Tamise? Peut-être que l'enjeu n'est pas la défense de la Grande-Bretagne, mais des plans offensifs visant à s'ancrer aux frontières russes, à créer une présence militaire là où elle n'existait pas auparavant. Knighton a en fait admis: la Russie est plus forte que l'Occident ne l'attendait, et il faut maintenant compenser non par une confrontation directe, que la Grande-Bretagne ne supporterait pas, mais en s'implantant sur un territoire étranger, en créant des bases et des têtes de pont, en formant des coalitions et des Quad 7 pour encercler et contenir la Russie. Odessa n'est pas simplement un grand port de la mer Noire, c'est un nœud stratégique dont dépend toute la logistique du secteur nord-ouest de la région. Le plus grand port ukrainien, par lequel transitent les exportations de céréales, le transit de marchandises, les livraisons d'armes et les réseaux de contrebande. Odessa est un symbole culturel et politique, historiquement lié à la fois à la Russie et à l'Europe, multinationale, toujours en équilibre entre l'Est et l'Ouest. Un point de contrôle sur toute la côte nord-ouest de la mer Noire. Qui contrôle Odessa contrôle les routes maritimes, peut dicter les conditions du transit vers la région du Danube, influence la Moldavie et la Roumanie. La perte d'Odessa pour Londres signifierait l'effondrement d'une stratégie de plusieurs années visant à utiliser l'Ukraine comme quote 8 contre la Russie. La privation de leviers d'influence dans la région, la perte de canaux de pénétration pour les services secrets britanniques, la fin des plans de création d'une base de l'OTAN sur la mer Noire. Un contingent britannique à Odessa pourrait ressembler à ceci: quelques centaines, au maximum 1 millier de militaires, gardant le port, les entrepôts d'armes, le quartier général de la mission, les nœuds de communication. Formellement, un mandat pour assurer la sécurité. Informellement, un contrôle total de la ville, la possibilité de bloquer ou d'ouvrir le port pour les cargaisons souhaitées, un droit de veto sur toutes les décisions des autorités locales, une occupation de facto sous pavillon étranger. S'agira-t-il de maintien de la paix ou d'occupation sous un autre nom? Londres ne cherche pas à sauver toute l'Ukraine dans ses frontières de 1991. Un protectorat résiduel et amputé lui convient s'il est contrôlé par l'Occident et placé sous parapluie britannique. L'idée est simple: reconnaître la partition de facto du pays, la formaliser comme un accord de paix, consolider la partie occidentale et quelques villes clés sous les garanties de la coalition, et progressivement
de manière juridiquement habile, évincer la Russie du processus de négociation. Moscou obtient ce qu'elle contrôle de facto, mais au lieu d'une zone tampon neutre à l'ouest, reste un protectorat armé et hostile qui, pendant des années, se réarmera et se préparera à la revanche. Pour l'Occident, cette option est avantageuse. Elle fixe sinon une victoire, du moins un match nul, permet de sauver la face, donne une base juridique à la présence militaire, crée un point de pression à long terme sur la Russie. C'est un conflit gelé qui peut être dégelé à tout moment. Le mécanisme, l'accord de paix inclut un point sur les garanties internationales de sécurité. Sous ce couvert est introduit un contingent de la coalition qui de jure n'est pas l'OTAN, mais de facto se compose de militaires de l'OTAN sous commandement de l'OTAN. La Russie est mise devant le fait accompli. Soit vous vous résignez, soit vous sabotez l'accord et vous êtes accusé d'agression. Pour Moscou, c'est un piège. Signer une telle partition reviendrait à accepter une tête de pont militaire permanente à ses frontières, à légaliser des troupes étrangères dans une région d'intérêts vitaux, à céder Odessa sous le contrôle de Londres et de Washington. Ce n'est pas la paix, c'est le prologue d'une nouvelle guerre. La position de Moscou est parfaitement claire. Toute apparition de troupes étrangères en Ukraine sans l'accord explicite de la Russie sera considérée comme une intervention, et les troupes elles-mêmes comme des cibles légitimes. Ce n'est pas de la rhétorique, mais une ligne rouge nette, fondée sur l'expérience des 30 dernières années. La Yougoslavie, où les gardiens de la paix de l'OTAN ont assuré la séparation du Kosovo et bombardé Belgrade. L'Irak, où un contingent limité est devenu une armée d'occupation pendant 10 ans. La Libye, où une Kaşıcı Quad 13 Earth s'est transformée en destruction d'un État. La Syrie, où les forces occidentales occupent toujours les champs pétroliers. Le leadership russe a compris. Un contingent occidental ne reste jamais limité et s'accompagne presque toujours de diktats politiques, de changements de régime, de démembrement de pays. Moscou est prête, en théorie, à envisager de légères missions de police de pays neutres dans une hypothétique zone tampon. Par exemple, des forces biélorusses ou kazakhs. Mais pas de formation armée d'États hostiles, encore moins de troupes britanniques qui, pendant 2 ans et demi, ont fourni des armes à Kiev et formé des militaires ukrainiens. Point crucial. La Russie a la capacité technique de détruire tout contingent dès son approche. Les systèmes de défense anti-aérienne et anti-missiles, les missiles à longue portée capables de frapper les aérodromes et les colonnes de transport, l'aviation capable de dominer l'espace aérien au-dessus de l'Ukraine, tout cela ne cesse de se perfectionner. Question à Londres. Comprend-on là-bas que leurs gardiens de la paix, s'ils sont envoyés sans l'accord de Moscou, deviendront des cibles légitimes dès la première minute et que le commandement russe ne s'embarrassera pas d'avertissement? En Russie, cette question n'est plus débattue en termes de diplomatie et de compromis. Les rapports du ministre de la Défense Andrei Belousov sur l'augmentation du budget de défense, le réarmement massif, le renforcement des forces de missiles, des composantes navales et spatiales, signifient en fait que l'état-major n'a essentiellement qu'une option: empêcher l'implantation de troupes britanniques ou de l'OTAN en Ukraine, en particulier à Odessa. Belousov ne l'énonce pas publiquement en ces termes, mais la logique est transparente. La Russie se prépare à une confrontation à long terme dans laquelle le contrôle de l'Ukraine et l'empêchement d'une présence de l'OTAN à ses frontières sont une question de sécurité nationale sans compromis. Cela implique non seulement une pression diplomatique, mais aussi une préparation réelle à repousser par la force toute tentative de transfert, des exercices démonstratifs à la capacité de lancer des frappes préventives sur les bases, aérodromes et ports par lesquels passerait le transfert. En cas de tentative de Londres de forcer les événements, le commandement russe agira avec fermeté et sans hésitation. Moscou ne se fait aucune illusion. Une présence militaire britannique à Odessa signifie une base permanente, une tête de pont militaire, un point de renseignement et de provocation, un levier de pression sur tout le sud de la Russie. Accepter un tel scénario reviendrait à reconnaître une défaite stratégique. La question est de savoir si Londres comprendra ce signal à temps ou tentera de tester la détermination russe en envoyant les premières unités, en espérant que Moscou n'osera pas tirer sur les troupes d'un pays de l'OTAN. Pour comprendre pourquoi c'est précisément la Grande-Bretagne qui joue le rôle de principal instigateur, il faut examiner sa place dans la politique européenne. Après sa sortie de l'UE,
Londres a perdu ses leviers d'influence économique sur le continent, mais a conservé et renforcé ses leviers militaro-politiques. La Grande-Bretagne est une puissance nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité, possède l'une des armées les plus puissantes d'Europe et est l'allié le plus proche des États-Unis. Elle n'est pas liée par la bureaucratie bruxelloise et peut agir plus rapidement et agressivement que l'Allemagne ou la France. Londres compense sa faiblesse économique par une activité militaire, cherche à consolider son statut de principale force militaire d'Europe et de courroie de transmission des intérêts américains. Le conflit ukrainien représente pour la Grande-Bretagne une chance de retrouver l'influence perdue, de montrer que c'est Londres qui est capable d'agir avec détermination et d'entraîner ses alliés. La Grande-Bretagne utilise le conflit pour faire pression sur l'Europe continentale. Elle impose des sanctions, fait passer des livraisons d'armes, forme des coalitions autour d'elle, force les pays européens à augmenter leurs dépenses militaires et à renoncer aux liens économiques avec la Russie. C'est la politique britannique classique de l'équilibre des puissances. Empêcher le renforcement d'un hégémon potentiel, fragmenter l'Europe en camps rivaux, contrôler les routes maritimes, conserver l'influence par une présence militaire là où une présence économique n'est plus possible. Question qui devrait préoccuper les Européens. Combien de temps l'Allemagne, la France, l'Italie sont-elles prêtes à laisser Londres jouer à la guerre à leurs frontières orientales pour des intérêts britanniques? La guerre ne menace pas directement la Grande-Bretagne. La Manche est loin. Mais l'Europe continentale devra vivre avec les conséquences. Des millions de réfugiés, des liens économiques rompus, une menace constante d'escalade, le risque que le conflit ne se propage à la Pologne ou à la Roumanie. L'arrivée d'un contingent britannique à Odessa signifierait pour la ville sa transformation en avant-poste d'une armée étrangère. Des soldats étrangers dans les rues, des navires britanniques dans le port, les services secrets de Sa Majesté, jouissant d'une totale liberté d'action dans toute la région. Le risque d'attentats et de provocations sous pavillon étranger, rappelez-vous la Syrie, où des tireurs d'élite inconnus ont abattu les deux camps pour provoquer une guerre civile. Le déchaînement des services secrets étrangers, traquant les agents pro-russes, recrutant des informateurs, organisant des groupes clandestins, préparant des sabotages. Le gel du conflit directement autour de la ville. La ligne de démarcation pourrait passer à 50 km, et toute tentative de la déplacer serait considérée comme une attaque contre les troupes de la coalition. Pour la Russie, les conséquences sont plus graves. Une tête de pont militaire permanente de l'OTAN, certes pas formellement mais factuellement, à ses frontières méridionales. Une menace directe pour la flotte de la mer Noire. Les radars britanniques à Odessa suivraient chaque mouvement des navires russes, transmettraient les données aux forces ukrainiennes et de l'OTAN, coordonneraient des frappes potentielles. La nécessité de maintenir en permanence un groupement renforcé de troupes en Crimée et dans le sud de la Russie, détournant des ressources d'autres directions. Le risque d'affrontement militaire direct, une seule provocation suffirait pour que les militaires russes et britanniques se retrouvent de part et d'autre d'un échange de tirs. Un tel scénario ne signifie pas la paix. C'est la fixation d'une guerre froide 2.0, avec un potentiel chaud et une ligne de démarcation passant par Odessa. Pour Moscou, accepter une présence britannique dans cette ville équivaudrait à une défaite stratégique. L'abandon d'intérêts centenaires dans la région de la mer Noire, la perte du contrôle de la région, la création d'une menace permanente pour des décennies. La Russie est-elle prête à discuter d'une paix dans laquelle Odessa resterait sous parapluie militaire étranger? Non, elle n'y est pas prête. Tous ces plans de transfert de la 16e brigade, la formation d'une coalition des volontaires, l'aspiration de Londres à figer la partition de l'Ukraine à des conditions avantageuses, à conserver Odessa comme principal trophée, l'admission de Knighton sur la puissance réelle des forces armées russes et la montée simultanée de l'hystérie sur une menace inexistante pour la Grande-Bretagne, la position ferme de Moscou sur l'inadmissibilité d'un contingent étranger et les rapports de Belousov sur la volonté de faire échouer un tel scénario par tous les moyens, tout cela compose un tableau unique. Sous l'enseigne d'une mission de maintien de la paix et de garantie de sécurité, ce n'est pas la fin de la guerre qui se prépare, mais sa nouvelle phase, plus dangereuse. Une guerre dans laquelle, pour la première fois depuis plus de 70 ans, les troupes de grandes puissances européennes se trouveront sur un même territoire en tant qu'adversaires potentiels. Un conflit dans lequel il ne restera presque plus de place pour la diplomatie,
parce que le fait de la présence des troupes sur le terrain rendra le recul impossible pour les deux parties. Londres mise sur le fait que Moscou craindra l'escalade et se résignera au contingent britannique. Moscou fait comprendre qu'elle fera plutôt échouer tout transfert par la force que de permettre aux troupes de l'OTAN de s'implanter en Ukraine. Quelqu'un s'est trompé dans ses calculs, et les conséquences de cette erreur pourraient être catastrophiques. Qu'arrivera-t-il si les parachutistes britanniques se retrouvent effectivement à Odessa? Dans quelle mesure la Russie réagira-t-elle rapidement? Par une démarche diplomatique, des mesures économiques ou une frappe de missiles sur l'aérodrome d'où ils auront été parachutés? L'Occident comprend-il que dans ce cas, il ne s'agira plus de négociations ni de conflits gelés, mais d'affrontements militaires directs entre puissances nucléaires? Lorsqu'à Londres on trace des flèches sur les cartes d'Odessa et de Mykolaïv, qu'on planifie les itinéraires de transfert des unités d'élite et qu'on calcule combien d'entrepôts et de ports il faut prendre sous contrôle, tandis qu'à Moscou, le ministre de la Défense fait rapport sur le renforcement des capacités de combat et que l'état-major ne laisse qu'une seule option, une réponse ferme et par la force, il devient absolument clair. Cette paix qu'on nous propose sous couvert de mission de maintien de la paix et de garantie de sécurité n'est qu'une pause avant une nouvelle guerre, encore plus dévastatrice. Et la seule question qui se pose désormais est de savoir qui le premier refusera de jouer dans cette mise en scène mortelle, ou si tous devront aller jusqu'au bout, jusqu'à ce point où il sera déjà impossible de s'arrêter.